Donc, on va passer à notre deuxième présentation de la journée. Donc, deux personnes qui vont présenter, Joseph Jean-Gilles et la docteure Cécile Tremblay. Joseph Jean-Gilles est un travailleur social de formation, militant de métier. Et Joseph Jean-Gilles détient un diplôme de deuxième cycle d'études spécialisées en administration sociale. Depuis novembre 1995, il dirige GAPVI avec passion, détermination et engagement. De mars 2017 à février 2018, il a coordonné la mobilisation communautaire de l'unité de dépistage et c'est à ce titre que nous l'avons invité à venir partager avec nous aujourd'hui le fruit de sa pratique terrain. Donc, cette présentation va être faite en deuxième, mais on va commencer avec la docteure Cécile Tremblay, qui est médecin microbiologiste, infectiologue et directrice de la chaire de recherche translationnelle en VIH, Pfizer de l'Université de Montréal, et professeure au département de microbiologie, immunologie et infectiologie à l'Université de Montréal. Elle pilote plusieurs projets de prévention au sein des communautés affectées par le VIH, incluant le projet CARAF mobile visant à favoriser le dépistage du VIH et de l'hépatite C dans des communautés provenant de pays endémiques pour le VIH. Donc, accueillez Dr. Tremblay. Bonjour tout le monde, bon après-midi. Alors, ça me fait plaisir de venir vous parler avec Joseph d'un projet de recherche qu'on a commencé il y a à peu près 2 ans et puis qui s'inscrivait un peu dans la réflexion qu'on avait, moi comme directrice du réseau SIDA maladies infectieuses du Fonds de recherche en santé du Québec, on voulait favoriser des projets de prévention, de mobilisation dans des communautés affectées. Alors, il m'est venu l'idée parce qu'on regardait un peu qu'est-ce qui devait être fait, qu'est-ce qui pouvait être fait. Alors, on a développé avec Joseph Jean-Gilles et le groupe à GAPVI un projet pour lequel on aimerait vous partager des résultats présentement, qui était l'évaluation d'une approche centralisée pour le dépistage du VIH et de l'hépatite C chez des individus provenant de pays endémiques pour le VIH. Alors, juste par souci de transparence, je reçois des honoraires, je suis conférencière et surtout des subventions de recherche de toutes les compagnies impliquées dans le VIH et le projet CARAF mobile a été supporté par le programme Pivot de Vive. Voici un peu quelle était la rationnelle au départ. Donc, on sait quand même que du nombre d'individus qui sont affectés par le VIH au Québec, on estime qu'il y a à peu près 20 des gens qui ne connaissent pas leur statut. Puis malgré tous les efforts qui sont faits pour aller chercher ces gens-là, il y a quand même un certain nombre de gens qui ne fréquentent pas le système de santé pour toutes les raisons que vous avez discutées ce matin et puis on pourrait en parler longuement. Et puis on n'a pas nécessairement de bons moyens à ce jour pour aller chercher ces personnes-là. Bien que la majorité de l'épidémie au Québec soit chez les ARSA, les individus qui proviennent de pays endémiques pour le VIH constituent la deuxième communauté qui est la plus affectée, soit 23,2 en termes de répartition là, des personnes qui vivent avec le VIH. Ça ne veut pas dire que 23 des gens d'origine saharienne sont infectés par le VIH. Il faut faire attention. C'est que, donc, il y a quand même un fardeau de l'infection de cette communauté-là, puis il faut développer des approches plus adaptées pour essayer de rejoindre les gens et puis pour le dépistage et ensuite de ça, les amener à pouvoir consulter les systèmes de soins. Donc, notre objectif, c'était d'évaluer une approche de dépistage ancrée dans la communauté en utilisant une unité mobile qui se promène dans les quartiers ayant une forte densité de population provenant d'Haïti, des Caraïbes et d'Afrique subsaharienne. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a déployé une grosse roulotte, mais elle était vraiment grosse. Tellement grosse que pauvre Joseph, ses cheveux ont grisonné encore plus juste pour trouver des places de stationnement pour la roulotte. Et puis, donc, l'idée, c'était de se promener, puis avec une campagne d'information dont Joseph va vous parler en détail dans quelques minutes,
de solliciter des gens. On visait solliciter à peu près 2500 participants, pensant qu'on en recruterait à peu près 1000. Et puis, ce qu'on offrait, c'était de l'information, bien entendu, un test rapide pour le VIH, ainsi qu'une prise de sang pour la sérologie d'hépatite C et un contrôle de sérologie pour le VIH. Et on administrait un questionnaire sociodémographique. Alors, on a réussi quand même à solliciter 3401 personnes et en recruter 1008 dans l'étude. En général, bon, moi, je vous donne des résultats et puis Joseph va vous parler plus de la démarche et puis de l'information, puis de la discussion, la campagne d'information qui a été faite. Donc, on a eu 5 tests rapides pour le VIH qui ont été positifs. 2 étaient des gens qui étaient déjà connus, qui étaient déjà sous traitement. 2 étaient des faux positifs, ce qui peut arriver avec des trousses de dépistage rapide. Il faut toujours garder ça en tête. Donc, qui n'ont pas été confirmés par les tests de confirmation de 4e génération. Et un cas dont le participant ne voulait pas nous dire s'il savait déjà son statut ou pas. Il y a eu 9 sérologies positives pour l'hépatite C. 3 connaissaient déjà leur statut, étaient déjà pris en charge par le système de soins. 1 qui était un faux positif, encore une fois. Toujours avoir en tête les limites des tests rapides. Et 5 qui ne connaissaient pas leur statut. 3, on n'a pas pu les rejoindre parce qu'un des objectifs de l'étude, c'était offrir le dépistage puis leur offrir un corridor de service direct et rapide pour pas qu'ils aient de problème à accéder au système de soins. Malheureusement, plusieurs nous donnaient pas des bonnes coordonnées, des numéros de téléphone qui ne marchaient pas. Donc, il faut garder ça en tête dans les conclusions puis les réflexions qu'on va faire par rapport à cette étude-là. Et puis 2 qui avaient accepté un rendez-vous, mais qui ne se sont pas présentés. D'où ce que ça soulève, c'est il faut se poser des questions sur pourquoi encore ce lien-là est assez difficile à établir. Puis c'était un peu, ça faisait partie des objectifs de l'étude, de regarder un peu c'est quoi cette réalité-là, puis comment on peut améliorer la situation pour que les gens se sentent à l'aise de venir consulter et se faire traiter là, pour leur infection. Si on regarde la proportion des gens, 66% qui ont participé à l'étude étaient des hommes, 97% se disaient hétérosexuels, 82% de race noire, c'était la population ciblée, l'âge moyen était de 34 ans, donc une population relativement jeune, et 40% étaient des Haïtiens. Alors, quand on leur demandait depuis combien de temps ils étaient au Canada, 33%, je m'aperçois que le noir apparaît pas bien, mais dans la tarte, là, le rouge, c'était plus de 10 ans. Et puis, 29% venaient juste d'arriver dans la dernière année. Si on regarde le statut de résidence au Canada, et mon Dieu, même moi, j'ai de la misère avec mes lunettes, excusez-moi. Donc, la majorité était quand même des citoyens canadiens, mais il y avait quand même un certain pourcentage qui étaient des réfugiés ou bien non en attente avec un statut de résidence permanente. Puis ça peut affecter l'accès aux soins, bien entendu, parce que en attendant que les démarches ne sont pas faites pour pouvoir accéder au système de santé dans le cadre de RAMQ, ça limite l'accessibilité aux soins. Quand on regardait un peu le niveau d'éducation des gens qui ont participé, il faut voir que la majorité des gens avaient un niveau d'éducation d'école secondaire complétée. Et puis, très peu avaient des degrés universitaires. Donc, on a réussi à rejoindre une population qui a un certain niveau d'éducation, mais pas nécessairement l'éducation postsecondaire. Et puis, quand on demandait aux gens quel était leur statut, 300, donc à peu près un tiers des gens étaient employés à temps plein, mais il y avait quand même à peu près un quart des gens qui n'avaient pas d'emploi et on avait à peu près un 5e des gens qui étaient des étudiants. Les étudiants, c'est aussi une clientèle importante à rejoindre parce que souvent, s'ils viennent d'ailleurs et puis sont étudiants au Canada, ils sont relativement isolés puis n'ont pas nécessairement accès aux divers soins de santé. Alors, c'est une composante intéressante. 48% des gens de notre étude ont dit avoir été testés pour la première fois. Et 47% ne se croyaient pas à risque parce qu'ils avaient un partenaire unique. Puis quand on leur a demandé justement le nombre de partenaires qu'ils avaient eu dans le dernier mois, effectivement, à peu près ce nombre-là disait qu'ils avaient un partenaire unique. Il y avait quand même une distribution
proportionnel de gens qui avaient 2 partenaires ou 3 partenaires ou 4 partenaires. 35% ne se croyaient pas à risque parce qu'ils n'avaient pas de relations sexuelles non protégées. Et 74% ont dit qu'ils acceptaient de faire le test parce qu'ils voulaient connaître leur statut, ce qui est une information très intéressante. Et puis, mais 90% nous ont dit qu'ils ne se seraient jamais fait tester si l'équipe mobile, l'unité mobile, n'était pas allée les chercher là où ils étaient pour leur offrir le test. Donc, il y avait quand même un désir de connaître son statut, mais de faire la démarche puis de se rendre à une place dans le système de santé ou au CLSC pour... il n'y aurait pas pensé, il ne l'aurait pas fait. Donc, ça soulève... et puis, quand on regardait combien de fois les gens s'étaient fait dépister pour le VIH, pour la moitié, 44% de la cohorte, c'était leur première fois. Et puis, très peu de gens se faisaient tester régulièrement. Donc, 185 personnes se faisaient tester à tous les ans. La majorité des gens, c'était moins que ça. Et on leur demandait, c'était quand la dernière fois que vous êtes fait tester? Bon, 162 personnes avaient dit dans la dernière année. Mais après ça, il y en avait un autre pourcentage qui était entre 1 an et 2 ans. Mais les autres, il y avait beaucoup depuis longtemps, finalement. Et la majorité s'était fait tester au Canada, mais il y en a qui s'étaient fait tester dans leur pays d'origine. Donc, probablement que ça faisait un certain temps qu'ils n'avaient pas été testés. Alors, on est à débuter à l'analyse de ces données-là qu'on a recueillies dans les questionnaires sociodémographiques. L'idée étant de pousser beaucoup plus loin l'information qui nous a été transmise pour essayer de mieux comprendre comment on pourrait faire pour répondre plus aux besoins de ces populations-là en termes de dépistage, puis être capable d'offrir des services plus adaptés, plus adéquats par rapport aux besoins, puis par rapport aux préoccupations, puis à la compréhension du risque des personnes dans ces populations-là. On a quand même réussi à dépister une population qui fréquente peu le système de santé. 44% se faisaient tester pour la première fois. La prévalence était plus faible que ce qui est attendu dans les statistiques là, de Santé Canada. On s'attendrait à avoir une prévalence plus grande. Ça peut être le fait, d'une part, que notre taille d'échantillon est raisonnable, mais elle n'est pas immense non plus, qu'on n'a peut-être pas nécessairement été dans les quartiers où on pourrait trouver une prévalence plus importante. Donc, il y a beaucoup de choses à analyser par rapport à ça. On pense que la présence de Carafe Mobile avec son grosse roulotte puis l'équipe qui se promenait un petit peu partout, ça a définitivement contribué à sensibiliser la communauté sur la nécessité du dépistage pour le VIH et l'HCV. Et puis, on pense que ce serait très utile de poursuivre l'expérience en élargissant les quartiers, suite à l'analyse des données aussi, pour mieux cibler des communautés qu'on a moins rejoints par notre étude actuelle. Malheureusement, le financement de l'étude est terminé. Alors, cette étude-là se termine pour l'instant et on va compléter l'analyse et voir si c'est possible de perpétuer un peu l'exercice et puis en le modifiant, en l'améliorant, parce qu'on pense que c'est de ce genre de stratégie-là qui est plus adaptée, qui va peut-être être plus utile pour avoir le dépistage. Puis j'aimerais remercier toute l'équipe qui a travaillé, en particulier l'équipe de Gabvi. Joseph va vous en parler après. Et puis l'équipe ici au CHUM, les infirmières, les intervenants qui ont travaillé là, dans la rue et qui sont allés au-devant des gens. Et là-dessus, je vais laisser Joseph compléter avec son information sur le programme de communication. Merci. Merci Cécile. Je vais d'abord vous parler de mon plan de communication. C'est des obstacles qu'on a eus, des obstacles qu'on avait prévus, les éléments qui étaient les éléments facilitants pour nous au niveau de la campagne.
et les canaux de communication qu'on a utilisés et le chemin du dépistage, comment ça s'est fait sur le terrain, et puis après, je conclurai. Divulgation de conflits. Comme Cécile, on dit que le programme est financé par Vive dans le cadre du programme Pivot. Le plan de communication a été élaboré par l'équipe de Gavi, c'est-à-dire le personnel régulier de Gavi. On a travaillé ensemble. On a, comme on dit toujours souvent à Gavi, on a sorti de nos propres outils les bons coups pour établir un plan de communication et dans le but effectivement de rejoindre, convaincre, pour faire la plaidoirie, dépister, accompagner et soigner. Parce que le programme va offrir, pourquoi on dit accompagner et soigner, c'est parce que le programme offre aussi un couloir de soins aussi. Je pense que c'est la partie, je dirais, originale de cette démarche aussi. Et les caractéristiques de notre plan de communication, on dit qu'il faut cibler les populations prioritaires sans les stigmatiser. On comprend bien qu'est-ce que ça veut dire stigmatiser dans ce cas bien précis, et notamment des communautés haïtiennes et africaines, où on savait que dès le début du VIH, c'était des personnes qui étaient très ciblées, ils faisaient partie de la catégorie des 4H, des héroïnomanes, hémophiles, homosexuels et haïtiens. Donc pour nous, c'est important, on ne peut pas manquer ce coup-là, et puis c'est la première fois qu'une campagne de dépistage s'adresse spécifiquement à cette communauté d'une façon plus large. Donc c'est vraiment cibler ces populations-là sans les stigmatiser, et en offrant naturellement une intervention culturellement adaptée sans tomber dans le culturalisme. Qu'est-ce que j'entends par cela? C'est-à-dire de ne pas dire « Ah, c'est les Haïtiens, ça doit se passer comme ça ». Il y a des pratiques qui sont faites, qui sont expérimentées auprès d'autres populations. On va aussi les utiliser dans le cas des populations haïtiennes, africaines et caraïbes. En passant, je dois souligner pour vous que l'acronyme CARAF Mobile, le CAR, c'est pour les Caraïbes, AF, c'est pour l'Afrique. C'est pour ça que ça donne un beau petit nom, CARAF Mobile. Et on a identifié les obstacles qui pourraient nous nuire, en même temps reconnaître l'importance de ces obstacles et la force des éléments. C'est au niveau de la communication. Les obstacles, on peut parler des risques de stigmatisation, j'en ai déjà parlé, des critères d'accessibilité au dépistage, parce que le dépistage n'a pas toujours été facile, je ne dirais pas pour la communauté haïtienne, mais au plus dans certains secteurs de la ville. Quand on passe dans l'est de la ville ou bien dans le nord de la ville de Montréal, ça n'a pas été facile. Il y a aussi toutes les questions de croyances religieuses aussi qu'il faut en tenir compte. Il y a le contentieux avec la Croix-Rouge. Qu'est-ce que j'entends, le contentieux avec la Croix-Rouge? C'est toute la mention dont je viens de faire concernant les 4H. Et aussi, c'est une communauté qui est sursollicitée par toutes sortes d'études, à tel point, moi, des fois, je dis ça à la blague, qu'on n'a pas besoin de chaire d'études dans la communauté haïtienne, on a besoin de faire la recension de tous les écrits sur cette communauté. Donc, c'est aussi... Et les éléments facilitants, c'était d'abord, on avait un comité consultatif très représentatif avec l'équipe de Gavi au complet. Ça veut dire que le dépistage a été, pour nous, ce projet-là a été un projet transversal où chaque membre de l'équipe avait sa partition à jouer. D'ailleurs, il y en a 2 ou 3 dans la classe, dans la classe. Ben oui, c'est une salle de classe. 2 ou 3 dans la salle, c'est Luc Edgar et Dada Bakombo. Je pense que Nadine doit être là aussi. Et l'autre chose, c'est un argumentaire solide pour inviter les gens à passer le test de dépistage. Le dépistage, le fait qu'il y avait des résultats rapides, le fait qu'on a fait
le discours sur, disons, les raisons de se faire dépister et étant donné aussi l'équipe que je disais, le comité consultatif, a ce que j'appelle beaucoup plus une certaine compréhension très aiguisée des enjeux. Et nous, c'était notre possibilité de tenir également, on dit on prend la rue, mais en même temps, on va aussi tenir des cliniques dans des milieux fixes. C'est-à-dire dans les milieux fixes, quand je parle de milieux fixes, on parle d'organismes communautaires qui font des activités dans leur milieu de vie. On parle même dans les casse-croûtes, on va déranger les gens quand ils mangent pour leur parler de dépistage. On va aussi cibler certains secteurs géographiques de Montréal, comme quand on dit Maison d'Haïti, Gap-Vie, on est dans Saint-Michel, et il y a aussi la foire de santé de l'Association des médecins d'origine haïtienne qui est un rendez-vous annuel, on va être là, il y a les Sonamix, et aussi chez tous nos partenaires, notamment les centres d'alphabétisation et les centres d'alphabétisation et de formation de migrants. Et c'était aussi notre capacité de nous adapter aux enjeux nouveaux. Par exemple, on n'avait pas prévu, je crois même M. Trudeau ne l'avait pas prévu, l'arrivée des migrants. Et puis, on s'est adapté à cette réalité-là, aller les solliciter. Et aussi, il y a, je disais, qu'est-ce qui a facilité aussi, étant donné qu'on était mobile, il y avait toute la curiosité soulevée par le gros engin qui circule, carafe mobile, d'un quartier à l'autre, d'un milieu de vie à l'autre. Et le lien entre l'équipage de carafe mobile et le personnel de Gap-Vie, on peut dire à ce niveau-là, c'est un partenariat réussi dans le fait que c'est sûr qu'on est entièrement en contact tous les jours. Par exemple, l'équipe de Carafe Mobile, il y a un débriefing qui se fait tous les jours. On échange sur la réalité, qu'est-ce qui est passé hier et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'était très, très intéressant. Et aussi, c'est notre accessibilité aussi aux radios communautaires. Et les radios communautaires, vous savez que les Haïtiens, les Africains, ils ont une culture de l'oralité. Ils écoutent beaucoup les radios communautaires qui donnent en même temps les nouvelles de leur pays d'origine. C'est un peu notre passion. Eh bien, bon, on a utilisé les radios communautaires, notamment l'émission Samedi Midi Inter à CKUT, et aussi les émissions de radio qui sont Radio Centre-Ville. Et naturellement, on a utilisé les médias électroniques. Et quand on dit médias électroniques, c'est même en disant qu'on a une facilité de s'adapter. Quand on voulait s'adresser notamment aux personnes migrantes, on a compris que la vague de migrants qui arrive de nos jours, c'est une vague 2.0. Donc, il fallait les rejoindre par WhatsApp. Donc, il faut s'adapter à ce niveau-là. Et j'ai parlé des organismes et des centres. Et la route, disons, du dépistage, vraiment, et dans ce volet-ci de ce projet, sur un an, on a parcouru presque une grande majorité des arrondissements de Montréal, de Villeray, Pointe-aux-Trembles, etc., et même Saint-Laurent. Et voilà notre première photo de la journée de la sortie, en mars 2017. Ça, c'est à l'intérieur du Carafe Mobile, c'est l'infirmière Vénia qui est en travail, c'est ça. Et voilà l'engin. Ça coûte cher l'essence. À tel point, quand j'arrive aux stations de service, le monsieur est certain que les autres pompes vont être bloquées. Il me salue avec un grand sourire quand même. Voilà, mais c'est très bien équipé. Hein. Et je dis en guise de conclusion, je dis Carafe Mobile, et Cécile l'a révélé ici,
à déficit essentiellement des personnes qui n'ont pas fréquenté, qui ne fréquentent pas le système de santé. C'est une grosse expérience. C'est une expérience, on dirait, qui mérite d'être poursuivie parce qu'aujourd'hui encore, soit 2 mois après, le téléphone, ça sonne beaucoup à Gavi pour nous demander c'est quand Carafe va sortir ou bien, bon, en ce temps-là, nous, on faisait des références à d'autres endroits, mais ce n'est pas la même assurance que quand on le fait. Comme je disais que le projet, c'est un projet qui est porté par beaucoup de gens, et donc on les remercie tous parce que ça a été vraiment un travail d'équipe. Et au niveau du partenariat, comme je l'ai mentionné, c'est un partenariat communautaire et institutionnel réussi. Merci. Donc, période de questions. On a eu 8 belles minutes pour nos questions. Alors, peut-être j'en avais une pour vous, pour l'équipe. Lorsque vous parliez que les groupes sont sursollicités, c'est quoi les stratégies que vous avez utilisées particulièrement parce que vous avez nommé plusieurs choses, mais lesquelles qui ont été particulièrement utiles? Puis si vous n'avez qui n'ont pas nécessairement fonctionné pour aller rejoindre les gens, donc pour nous aider dans notre outreach qu'on a à faire de groupes qui sont marginalisés, si vous pouviez élaborer un peu là-dessus. Non, c'était d'aborder toute la question, c'était surtout d'aborder la question du dépistage comme étant quelque chose de très personnel pour vous, pour votre famille. C'est la façon de l'aborder à la personne. C'est pour son bien, c'est même pas... Après, on peut mettre des éléments comme étant des éléments, ça fait une communauté en santé, mais on commence d'abord par l'individu, à dire c'est une bonne chose de le faire, et surtout qu'on avait un discours qui dit au moins... on doit au moins avoir passé ce test-là au moins une fois dans sa vie. Je me demandais aussi, c'est quoi les adaptations culturelles et religieuses que vous avez utilisées pour cette communauté-là, dans le fond? Les adaptations, parce que vous avez parlé d'adaptations culturelles et religieuses pour cette communauté-là particulièrement, donc je me demandais qu'est-ce qui était spécifique, c'est quoi les approches qui adaptations culturelles et religieuses, c'est ça? Pardon? Ben, vous avez adaptation culturelle et religieuse, oui, okay, parce que j'avais pas bien compris la question. L'adaptation culturelle, ça va dépendre c'est quoi le contagument de la personne. Et quand on dit contagument, et puis parmi les religieux, il y a différentes confessions de foi. C'est toujours, on met la personne avant toute chose. Et puis même dans certains cas, on peut utiliser même aller dans leur propre langage, là, par exemple, face à une résistance, on peut dire aux gens que probablement, si vous croyez en Dieu, c'est peut-être lui qui envoie la carafe dans votre coin. Tu comprends? Même si ce n'est pas ta croyance, tu peux dire ça à quelqu'un. Il faut toujours trouver la stratégie. Et puis, des fois, nous qui ne sommes pas trop versés dans la Bible, on dit, mais la Bible dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Les gens retiennent ça, mais c'est dit nulle part dans la Bible, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais comme non-initiés, on a pensé que c'était dans la Bible. Voilà. Joseph, vous avez mentionné, pas une certitude, mais quelque chose d'intéressant dans les gens que vous avez rencontrés au cours de la route. Un dépistage au moins une fois dans sa vie. Ça me surprend et ça m'interpelle, surtout au niveau de clientèle marginalisée ou difficulté à rejoindre ces clientèles-là. Est-ce que vous avez, à travers tout ce temps-là, réussi à voir ou entrevoir un changement de perception, c'est-à-dire des gens qui feraient
un dépistage une fois dans sa vie par curiosité et de changer les perceptions pour arriver à, par souci de besoin de prendre soin de soi, d'arriver à changer les mentalités pour un dépistage plus fréquent ou plus pérenniser peut-être un dépistage chez ces gens-là. Oh oui, mais si je regarde au niveau, oui, s'il y a une progression, c'est sûr que notre campagne aussi, qu'est-ce qui a fait notre force, c'est fait en 2018. Quand je dis c'est fait en 2018, c'est que les mentalités ont changé aussi. Il y a des gens beaucoup plus informés aussi à ce niveau-là. Moi, je prends toujours l'exemple, depuis 4-5 ans, les personnes nouvellement arrivées au pays, les personnes issues de l'immigration, sont aussi bien informées que nous et parfois même plus informées que nous parce que faire de la prévention dans une communauté où vous risquez d'être stigmatisé à cause de ta couleur, à cause de ton expérience et à cause de son origine ethnique, est différent de quelqu'un qui vient directement d'Haïti ou d'un pays africain où il est majoritaire. Donc, à ce niveau-là, il est beaucoup plus informé, plus ouvert, etc. Même parmi je prends l'exemple des migrants. Parmi les migrants, après 2 mois, disons, dès l'été dernier, j'étais rendu à 9 ou 10 qui étaient bénévoles à Gapvi. Donc, c'est un plus dans ce sens-là. Peut-être que je rajouterais, effectivement, nos données nous montrent qu'il y avait une acceptabilité à se faire tester. 74% des gens disaient qu'ils voulaient se faire tester parce qu'ils voulaient connaître leur statut. Puis c'est avec des données comme ça qui sont intéressantes parce que je travaille sur un comité qui vient de finir ses travaux pour le ministère de la Santé publique où on est à reviser nos recommandations sur le dépistage. Puis c'est un des éléments qui va être mis de l'avant. Je ne vais pas vous donner de scoop, là, mais ça devrait, parce que le document est en révision encore au niveau du ministère, mais je pense qu'on s'en va dans ce sens-là, que tout le monde devrait avoir un dépistage au moins une fois dans sa vie et puis préconiser un dépistage beaucoup plus universel. Question complément, Cécile, est-ce que ça veut dire qu'il pourrait avoir une implantation de programmation de documents mobiles, soit par exemple de la communauté auquel vous avez fait affaire, ou question d'éléments mobiles pour rejoindre des populations d'individus qui sont dans la partie très difficile à rejoindre? Oui, bien, entre les principes puis la réalité puis l'action, là, on sait qu'il y a une marge grande de même. Donc ça, c'est de l'argent. Autrement dit, une fois qu'on a dit que oui, c'est une bonne affaire d'offrir un dépistage, que tout le monde devrait connaître son statut, tout ça, là, il faut que le gouvernement mette de l'argent pour supporter des programmes d'outreach comme ça. Puis ça peut être pas le même modèle partout, hein, chaque a besoin de son modèle, mais là, il faut pousser pour que ça se traduise par des programmes. Mais ça, c'est les finances. Merci beaucoup.